Nicole Mougel, bonjour. Bonjour. Nicole, vous êtes présidente et bénévole de l'association Être là Estéro, une association qui apporte présence, écoute et réconfort aux personnes malades, aux personnes en fin de vie, ainsi qu'à leurs proches. Pourquoi êtes-vous devenue bénévole dans cette association ? Ça, c'est un grand mystère parce que lorsque j'ai pris ma retraite, moi j'étais dans le privé, cadre administratif et comptable. Donc tout ce qui était soins médicaux, environnement, hôpitaux et tout ça, je ne connaissais pas. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis tombée sur une annonce qui disait « Nous cherchons des bénévoles pour accompagner des personnes en soins palliatifs ». Et d'un coup, il y a eu comme une petite résonance au fond de moi. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que les soins palliatifs, mais je pense que c'est pour moi. C'est comme ça que depuis 16 ans, je suis dans cette association. Dans votre vie personnelle, vous aviez déjà été confrontée à l'accompagnement de personnes en fin de vie ? Non, pas des personnes en fin de vie. Ma maman est morte, elle avait 101 ans, mais voilà, on va dire de vieillesse, elle n'avait pas de pathologie particulière. Mais sinon, non, mon papa, il y a longtemps qu'il est mort, il est mort très brusquement, donc il n'y a pas eu de... Je suis pas accompagnée de personne encore, je peux pas dire que ce soit le moteur, c'était pas le moteur. Quand vous avez poussé la porte de l'association Être là, qui avait un autre nom auparavant, qu'est-ce qui vous a fait dire, oui, en fait, je suis bien à ma place dans cette association ? On se le dit pas tout de suite. Moi, j'ai tout découvert. Déjà la formation initiale. Ensuite, et c'est au cours des premiers accompagnements et au fur et à mesure qu'on se dit oui, c'est bien quelque chose qui peut me correspondre, qui peut me faire continuer. Comment ça se passe l'accompagnement des nouveaux bénévoles dans votre association ? Alors dès qu'ils ont fini la formation initiale, on leur propose... Ce que vous appelez la formation initiale, ce sont on va dire de la théorie, des cours théoriques ? Oui, c'est-à-dire que nos associations sont régies par des textes législatifs qui encadrent les soins palliatifs. Et donc, on est obligé de proposer une formation. On est obligé aussi d'avoir des entretiens avec, au niveau d'une sélection, avec tests psychologiques. Et au cours de cette formation, donc c'est des intervenants, des professionnels, des médecins, des infirmiers, des sociologues, philosophes même aussi. On a les aumôniers aussi qui sont conviés pour parler de leur accompagnement. Mmh. Et on aborde donc l'historique des soins palliatifs, les textes de loi. On essaie de décortiquer tout ça. Et donc après, on propose des lieux d'accompagnement en fonction du secteur géographique de la personne qui a terminé sa formation. On est obligé aussi de signer des conventions avec les établissements qui nous accueillent. Et oui, parce que vous faites vraiment partie de l'unité de soins palliatifs. On fait partie du dispositif soins palliatifs. On est régi par un texte de loi, de la loi 1999. Il y a un article spécial concernant l'organisation et toutes les recommandations concernant ce bénévolat. En tant que bénévole, en tant qu'accompagnant, quel est votre quotidien dans ces unités de soins palliatifs ? Qu'est-ce que vous faites concrètement auprès des malades ? On ne fait rien. On est présent et on écoute. On est là pour apporter notre présence, notre écoute bienveillante. On est beaucoup formé sur l'écoute, parce que écouter, c'est pas si évident que ça. C'est d'abord aussi apprendre à se taire, écouter. Et donc, on a beaucoup de modules qui forment les bénévoles sur l'écoute, la présence, trouver la bonne position, la juste distance, ne pas être trop proche, parce que sinon il y a fusion. Si on est trop éloigné, on est dans la froideur, trop de distance. Donc tout ça, c'est un apprentissage, c'est pas immédiat non plus. Ce qui fait que c'est au bout de plusieurs semaines quand même qu'on commence à prendre ses marques. Vous êtes gentil en disant quelques semaines. Oui, peut-être un peu plus, oui. Et on apprend toujours, même moi, au bout de 16 ans, il y a toujours des moments où je me dis, tiens, là, ça aurait pas dû être comme ça, ou j'ai mal, voilà, il y a toujours des interrogations. Et c'est ce qu'il faut pas être sûr de soi. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le conseil, on n'est pas psychologue, on n'est pas aumônier. Vous êtes là. On est là, et on n'est pas un proche, on n'est pas un ami,
On est juste un tiers qui est là pour accueillir ce que la personne veut bien nous dire, et ça lui permet d'être maître de son timing un peu, de faire son cheminement. On l'aide pour ça. Dans un service de soins palliatifs, est-ce que vous poussez toutes les portes des personnes qui y sont, ou est-ce que l'on vous indique, est-ce que les soignants, le professionnel de santé vous indique les personnes qui souhaitent un accompagnement? Oui, en principe c'est ça. On a affaire au cadre de santé ou aux psychologues si c'est dans d'autres établissements qui nous indiquent les personnes à voir, parce que on accompagne en unité de soins palliatifs dans des cliniques où il y a des lits dédiés soins palliatifs, mais pas que. On est aussi dans des EHPAD où les personnes sont fragilisées par une maladie neurodégénérative, par exemple, et qui sont souvent en isolement social. Mais là, c'est aussi l'établissement qui nous indique les personnes. Donc, dans les EHPAD, on peut voir des personnes plus longtemps, alors que dans d'autres services, parfois, on les suit moins longtemps. Qu'est-ce que vous partagez en fait, ces personnes que vous visitez? C'est avant tout une rencontre, et la personne peut revisiter un peu. Donc, premièrement, c'est parfois des choses banales, toutes terre à terre, enfin des choses de tous les jours. D'autres fois, c'est l'expression des peurs, des angoisses. Ça peut être aussi l'évocation de souvenirs, des moments heureux de sa vie, de son travail passé. Et puis parfois aussi, souvent donc l'historique de la maladie, comment c'est arrivé et où elle en est, et tout le cheminement que la personne peut faire à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait dire que vous prenez le temps finalement dans une société où le temps manque souvent et les soignants eux-mêmes ont peu de temps à accorder à ces personnes? Est-ce que ce temps que vous prenez permet aussi de les réhumaniser? Oui, c'est ça. C'est pourquoi on arrive à avoir cette rencontre avec la personne. Pourquoi on arrive à leur permettre d'exprimer des choses qu'ils peuvent pas exprimer à leurs proches, par exemple, ou aux soignants, parce qu'on a le temps, justement. On a le temps. On est totalement disponible, non seulement par le timing qu'on se donne pour être disponible à ce moment-là, mais aussi parce qu'on est dans l'esprit, on est disponible. On doit faire le vide totalement de nos pensées pour bien accueillir et vraiment être en grande proximité avec la personne. Comment vous arrivez à faire la juste distance avec ces personnes-là? C'est compliqué. On est en équilibre souvent. On pense souvent à l'équilibriste sur son fil, et c'est ça. Et tout ça, ça s'apprend peu à peu. Il y a pas de technique pour le faire spontanément. On l'apprend et voilà. On a aussi des formations continues sur différents thèmes qu'on n'a pas pu élaborer trop au cours de la formation initiale, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se trouve très facilement au fond de nous finalement, mais il faut le faire sortir, quoi. Oui, il faut accepter d'y accéder à ces informations. C'est ça. Est-ce que vous êtes vous-même suivi, c'est-à-dire est-ce que les bénévoles d'être là ont possibilité de se livrer peut-être à d'autres membres ou à des psychologues, parce que peut-être vous en sentiriez le besoin? Oui, on a des groupes de parole obligatoires. Ça aussi, c'est obligatoire. 2 heures par mois avec un psychologue. Et donc, ça permet premièrement de déposer les choses un peu lourdes qu'on a pu, ou des interrogations, ou des choses toutes bêtes parfois, en disant comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Voilà, on écoute aussi les autres dans leur expérience. Ça fait partie de la formation aussi, le groupe de parole. Est-ce que dans ce groupe de parole, il vous est arrivé de mentionner le projet de loi pour lequel je vous fais venir, à savoir cet accompagnement sur la fin de vie? Est-ce que ce projet de loi, il vous questionne, et si oui, à quel endroit? Alors, dans les groupes de parole, on n'a pas abordé ça. On en parle entre bénévoles ou entre nous. Ils nous questionnent beaucoup. Les lois qui existent actuellement, la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, sont parfaites, mais elles sont pas appliquées. Par exemple, notre deuxième mission, c'est la diffusion de la culture palliative. C'est-à-dire qu'au cours de manifestations, ou par exemple des foires aux associations, on rencontre le public et on leur parle des soins palliatifs. Et quand on arrive
à la phrase « Connaissez-vous la sédation profonde et continue jusqu'au décès ?» les gens nous disent « On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. » Et ça permet à la personne de partir sans souffrance, mais le public n'est pas averti pour ça. Vous pensez que ce projet de loi qui est en cours d'analyse est sur la table de discussion parce qu'il y a une méconnaissance finalement de ce que sont les soins palliatifs, concrètement? Je ne sais pas s'il y a une méconnaissance, enfin, comment dire, l'objectif, bon, ça on ne sait pas trop, mais c'est vrai que les soins palliatifs ne sont pas assez expliqués, le droit des patients n'est pas assez expliqué, les lois actuelles ne sont pas assez expliquées. Pourquoi légiférer de plus alors que il y a déjà tout dans les lois actuelles? Et en plus, il y a des termes qui sont très contrariants parce que, par exemple, on parle pour l'aide à la fin de vie, on parle de soins et de traitement. Et dans ces termes, en réalité, il n'y a rien de préventif ni de thérapeutique. Lorsqu'on va pousser l'aiguille de la dose létale, est-ce que c'est un soin? Où est le soin, là-dedans? Oui. Bon, je vais citer juste Claire Fourcade, qui était présidente de l'ASFAP jusqu'à l'an dernier. La main qui soigne ne peut pas être la main qui tue aussi. Il faut se mettre à la place des patients, des soignants, des infirmiers, des infirmières. Et nous, au niveau bénévolat, il y a une chose qui est quand même assez perturbante, enfin qui interroge, c'est le délit d'entrave qui est prévu. C'est-à-dire que dans le cadre de nos échanges avec le patient, jusqu'où on va pouvoir aller sans être taxé de délit d'entrave. Il va falloir être encore plus vigilant, alors que très souvent on n'aborde pas les problèmes d'euthanasie ou de fin de vie avec les patients. D'ailleurs, en 16 ans, j'ai eu 3 personnes qui ont sollicité de partir, pas plus. On accompagne plus de 2000 personnes par an. Peut-être c'est ponctuel, une fois on va nous dire j'en peux plus, je vais partir, et vous allez la voir la semaine suivante, elle a plus de douleur, tout va bien, elle est accompagnée, elle ne peut plus partir. Est-ce que vous pensez que si cette loi était vouée à être entérinée, ça va changer les relations que vous avez avec ces patients que vous accompagnez? Oui, ça va changer. Alors ça va changer à différents niveaux. Au niveau des patients, parce je pense qu'il y aura rupture de confiance avec le personnel soignant. Au niveau des soignants aussi, parce qu'ils vont avoir des conflits d'ordre moral, peut-être, des problèmes au niveau des équipes. Et il y aura aussi, au niveau des bénévoles, des questionnements au niveau de l'éthique, posture personnelle ou la loi qui existe. Donc voilà, ça va freiner peut-être moins de spontanéité dans l'échange, alors qu'on n'aborde pas normalement. Mais on aura en arrière-fond peut-être le souci de se dire est-ce que c'est répréhensible ce qu'on va dire, est-ce qu'on va... Moi ça me pose problème, ça. Il y a un deuxième volet dans cette loi qui viserait à renforcer les soins palliatifs. Est-ce que vous, la proposition qui est faite au niveau des soins palliatifs, vous pensez qu'elle répond à la réalité du terrain que vous connaissez? C'est-à-dire que c'est déjà des avancées, c'est déjà assez positif, c'est sûr, c'est jamais assez, mais bon, il y a beaucoup de promesses, on promet plus d'une centaine d'ouvertures d'établissements, il y aura des maisons d'accompagnement, donc des maisons de fin de vie, encadrement, enfin développement aussi au niveau du bénévolat à domicile. Mais après, je sais pas, que les promesses, ça représente un coût de tout ça. Donc, c'est ça. Il y a la réalité après, voilà, la budgétaire. Voilà, la réalité, comment ça va aboutir, on ne sait pas. On est assez prudent là-dessus, même si il y a de belles avancées quand même. Une dernière question peut-être par rapport au lien que vous entretenez avec les professionnels de santé. Est-ce que il vous arrive de discuter avec eux de ce projet de loi? Est-ce que cela fait partie de vos discussions que vous avez avec ces professionnels? Très peu. Si j'entends les bénévoles qui accompagnent régulièrement, parce que moi je me suis mise un peu en retrait quand même depuis que je suis présidente, j'accompagne moins.
mais c'est peu. On parle avec eux pour différentes choses au niveau en parlant du patient ou parlant de. Mais les bénévoles me disent qu'il n'y a pas assez d'échanges. Non, ils échangent pas assez. C'est vrai qu'ils sont bousculés, ils sont pressés, ils ont sans doute pas non plus beaucoup de temps pour échanger par rapport à ça. Je voulais juste dire aussi que par rapport à ce texte de loi, il faut réfléchir un peu à quelle société on veut. S'il y a une société qui est où on met à l'écart et on veut faire disparaître les personnes fragiles, les personnes démunies, malades, qui servent plus à rien, quoi. Donc il faut réfléchir à ça. Il faudrait qu'on fasse plus d'informations par rapport à. Vous craignez que la solution de l'aide active à mourir irait au détriment de la personne, finalement? Je pense, si on voit un peu ce qui se passe dans d'autres pays qui ont... il n'y en a que 3 dans le monde qui ont euthanasie et suicide assisté seulement. Nous, on va sur les 2. Je pense qu'il va y avoir... la personne va se sentir de trop déjà, parce qu'il y a des pressions familiales aussi. C'est un risque, oui. Merci beaucoup, Nicole Mougel, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes présidente et bénévole de l'association Être là Estéro, une association qui, je le rappelle, apporte présence, écoute et réconfort aux personnes malades en fin de vie et à leurs proches. Merci beaucoup. Merci à vous.